Vous êtes né dans l'Orne, vous êtes philosophe et essayiste. Alors, je connais bien votre vision plutôt hédoniste du monde. Pour mieux comprendre en fait la vision que vous pouvez avoir de Saint-Pierre, une vision romaine, j'entends ça quelque part, pourquoi pas, mais pas seulement. Et puis ça dépend de quel Rome aussi on parle. Donc, je n'ai rien dit. Alors, je vais rester dans des choses très pragmatiques, après je vous laisserai vous présenter. Voilà. Je sais que vous avez un grand, comme vous d'ailleurs, un grand sens du partage. Vous aimez aussi que le savoir ne reste pas dans un entre-soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été à l'origine, en fait, vous avez été enseignant d'abord dans des classes de terminale, et vous avez créé la très connue Université populaire de Caen, l'Université populaire aussi du goût dans votre ville natale, et aussi l'Université populaire du théâtre en 2013, donc ce qui dénote une envie en fait de partager. Et donc avant d'arriver à Saint-Pierre et à comment vous avez débarqué ici, et qu'est-ce qui fait que vous vivez ici aujourd'hui, racontez-nous un petit peu qui vous êtes, voilà, qui vous êtes. Racontez-vous, s'il vous plaît, avec vos mots. Bon, c'est pas très intéressant, c'est plutôt ce que je suis devenu qui est intéressant, hein, et ma présence ici. Enfin bon, oui, effectivement, j'ai fêté mes 60 ans à Saint-Pierre. Et en janvier de l'an dernier, j'ai fait un AVC, c'est le deuxième, je sais pas, on verra. Et j'avais besoin d'un peu de soleil. J'avais fait des conférences en Guadeloupe, je ne connaissais pas la Martinique, et j'avais besoin d'un peu de soleil, de lumière ou de chaleur en plein hiver. Et ma compagne et moi sommes venus ici, ma compagne depuis plus de 20 ans, et on a eu le coup de foudre pour Saint-Pierre. Au point qu'on s'y est marié, le 31 décembre, qu'on a acheté une maison, et que quelques mois plus tard, on habitait cet endroit, pas encore définitivement, ou pas définitivement, enfin on verra bien. Et il se fait que je voulais être discret, secret, pas très visible, et que je m'étais dit, très bien, je ne ferai rien ici, je ne m'occuperai de rien du tout, et je resterai tranquille. Et on était parti pour ça. Je demandais à monsieur le maire, Christian Raffac, qu'il nous marie le 31 décembre. Je fêtais mes 60 ans le 1er janvier. Et monsieur le maire m'a dit, on avait juste nos amis, la famille, et puis quelques témoins, dont des témoins un peu connus. Il y avait Franz-Olivier Gisbert qui était là, et monsieur le maire m'a dit que ce serait bien que je puisse donner un coup de main à Saint-Pierre. Et j'ai dit oui, et je me suis senti depuis tenu par cette promesse faite ce jour-là. Donc effectivement, il y a eu le coup de foudre pour cette ville, que nous avons trouvé simple, sincère et authentique. C'est pour ça qu'elle nous a plu. Et on s'y est installé en se disant qu'on y passerait le plus de temps possible. Et je voudrais, mais ceci dit, en arrivant, je ne voudrais pas être un second Desnambuc en m'imposant des vues, des visions, des choses, mais je voudrais pouvoir aider quand on me demande d'aider, pas plus, quoi. Donc quand monsieur le maire m'a proposé de donner un coup de main, j'ai dit, écoutez, moi je peux faire ce que je peux faire, pas plus, pas au-delà. Et ce que je peux faire, c'est faire venir des amis, musiciens, écrivains, c'est faire de telle sorte qu'on puisse lire cette littérature que j'aime ici, Raphaël Confiant, enfin Chamoiseau, vous avez un patrimoine formidable, un patrimoine littéraire formidable, pas du tout parisien, pas du tout mondain, pas du tout jacobin, et je pense que cette littérature pourrait être l'occasion de dire qu'on peut, en Martinique, tabler sur la culture, tabler sur la gastronomie, pas seulement ce qui existe, c'est bien le rhum, mais pourquoi pas du vin, pourquoi pas des cigares, pourquoi pas du thé. Enfin, il y a des possibilités d'imaginer de l'avenir gastronomique ou un autre avenir gastronomique. Il y a des cépages, des grands cépages, des encépagements possibles. Il y a des vins qui se vinifient aujourd'hui avec des grands œnologues bordelais. Et on a des cépages chiliens, argentins ou australiens ou néo-zélandais qui fonctionnent très bien sous des climats comme ceux-là. Et je me disais qu'il y avait des coups de main à donner et que, comme monsieur le maire m'en a fait la proposition, j'avais envie de l'aider, parce qu'on a pu le voir, il est actif, il est dynamique, vous êtes actif et dynamique, il y a plein de choses à faire, et moi qui souhaitais être discret, secret et tranquille, eh bien voilà, je suis reparti pour de nouvelles aventures.
Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, vous parliez de coup de foudre, c'est un vrai coup de foudre parce qu'il est complètement le fruit du hasard. Vous n'avez pas choisi de venir à Saint-Pierre, entre guillemets, vous n'avez pas choisi la Martinique, c'était un choix de vacances, enfin plutôt pragmatique d'ailleurs, hein, pas un choix de cœur, vous vouliez vous reposer, un climat accueillant, et le hasard vous a mené, c'est ce qui permet aussi de voir la trajectoire en fait, comment on est amené à Saint-Pierre, un peu comme vous aussi. Par des rencontres, par des hasards et par des coups de cœur. En fait, c'est une ville qui happe. Vous racontiez que vous étiez allé voir la montagne Pelée, puisque les volcans, vous n'avez pas attendu Saint-Pierre. D'ailleurs, effectivement, il y a sagesse, savoir-vivre au pied de volcans, mais ce n'est pas la première fois que vous intitulez un livre, en fait, avec un vocabulaire issu, finalement, de la vulcanologie ou de tout ce qui se rapporte à la lave. J'essaie de trouver l'autre titre. Exactement. Et où dedans vous évoquiez déjà, en fait, on voyait les prémices de ce livre, comment vivre au pied d'un volcan, dans un des chapitres. Pourquoi les volcans vous attiraient? Qu'est-ce qui, dans la notion de volcan, vous fascine autant? Alors, indépendamment de Saint-Pierre, hein, d'ailleurs. D'abord, les coups de foudre s'expliquent toujours. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a effectivement un branchement des inconscients direct. Et quand on sait ce que sont les inconscients, je ne suis pas très freudien, je l'ai beaucoup dit, mais je sais qu'il y a des inconscients, c'est-à-dire des choses qui échappent à la conscience, et on ne tombe pas amoureux par hasard d'une personne ou d'un lieu. Alors, il y a d'abord du hasard, et ce qui fait que la femme de sa vie, qu'on rencontre, la rencontre est due au hasard. Parce qu'on prend le train ce jour-là et pas la veille ou pas le lendemain. Et effectivement, nous souhaitions, Dorothée et moi, trouver un lieu qui soit l'occasion d'avoir un peu plus de soleil qu'en Normandie, un peu plus de chaleur qu'en Normandie. On a fait un peu le tour intellectuel, je dirais, du bassin méditerranéen. Et puis on s'est dit, 12, 13, 14 degrés l'hiver en Grèce, ça ne nous intéresse pas. Le nord de l'Afrique ne nous intéressait pas non plus. Je n'y suis pas forcément toujours bienvenu. Et on s'est dit, mais pourquoi pas la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, il fait chaud toute l'année, il fait beau toute l'année. Donc il y a d'abord eu un désir, moi je suis très républicain, pas forcément jacobin, pardonnez-moi monsieur le préfet, mais je dirais, je reste en ce sens républicain, c'est plus intéressant, et Jean-Pierre Chevènement est un ami, et il nous dit toujours que c'est pas très grave que des gens soient jacobins ou soient girondins, pourvu qu'ils soient républicains, je suis d'accord avec lui. Et cette idée d'une république girondine, parce que justement en Martinique, on ne peut pas imaginer qu'on puisse dire nos ancêtres les Gaulois. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Il y a des ancêtres, ils sont taïnos, ils sont caraïbéens, ils sont arawaks. Il y a un génie de ce peuple-là qui est un génie intrinsèque. Comme il y a des génies des régions, des provinces françaises. Moi, je suis normand depuis 1000 ans. Mon ancêtre est un viking qui arrive en l'an 1000, qui vient du Danemark. J'ai des ancêtres aussi je suis descendant de Guillaume le Conquérant, donc je sais ce que c'est que l'enracinement, que la terre, que le terrain, le territoire, et il n'y a pas que Paris en France. Et donc ce qui m'a intéressé, c'était aussi d'être en France sans être en France, et quand j'étais venu faire des conférences en Guadeloupe, je disais à cette époque-là beaucoup chamoiseau, confiant, glissant, etc. Et je m'étais dit, c'est un lieu dans lequel je reviendrai. Donc il y avait déjà cette espèce de promesse que je m'étais faite à moi-même, sans en parler plus que ça. J'avais fait un texte à l'époque pour faire l'éloge de cette littérature. Et puis Dorothée et moi, nous nous sommes dit que finalement on pouvait faire un petit tour ici, qu'on verrait bien, qu'il y avait un volcan, que ça pourrait être l'occasion d'un plaisir. On a ajouté à nos volcans, on a quelques volcans en commun sur la planète. Et puis il se fait que moi, je n'ai pas été marié père de famille, mais je suis devenu grand-père. Mon petit-fils est là. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'enraciner. Il vous regarde attentivement d'ailleurs sur l'écran. Il vous regarde sur l'écran, mais avec une attention qui est... Et j'avais envie de quelque chose de patrimonial, quelque part, mais je ne savais pas où. Vous savez que Césaire a écrit sur ce pays natal, et j'ai fait quelques poèmes, un recueil de poèmes écrits, et d'ailleurs à Saint-Pierre paraîtra à la rentrée, là, aux éditions Galilée. Et je me disais que c'était d'une certaine manière le pays natal dans lequel je n'étais pas né. La Martinique, et plus précisément Saint-Pierre. Et donc, quand nous sommes arrivés par le nord, j'avais un ami voisin à Caen qui est pilote à Air France, je lui dis, quand tu viens en Martinique, tu vas où? Il m'indique un hôtel, il m'indique, etc. On n'a pas eu le coup de foudre pour l'hôtel, on n'a pas eu le coup de foudre pour l'endroit. Vous étiez d'abord dans le sud, aux Trois-Îlets. Et quand on est arrivé pour collectionner ce volcan,
On est arrivé à Morne-Rouge et je me suis dit, comment peut-on habiter Morne-Rouge? Vraiment. Et comme singulièrement, vous savez, quand on se dit après, on a eu qu'un coup de foudre pour quelqu'un, alors qu'au départ, on a commencé par le détester ou pas l'aimer, et cette espèce de répulsion était déjà quelque chose qui disait l'attraction. Et donc nous sommes arrivés à Saint-Pierre, en descendant du Morne-Rouge, c'est pas l'endroit le plus sexy de Saint-Pierre, et nous avons mangé 2 ou 3 petits trucs sur un banc en ciment, avec des voitures qui pétaradaient, et des camions qui nous passaient quasiment dessus, et avec cette plage de sable noir sur laquelle il n'y avait personne. On se disait que ça doit être très intoxiqué pour qu'il n'y ait pas une seule serviette, pas un seul parasol. Et puis, comme je sortais plus directement de cet AVC, j'ai dit à Dorothée, je vois des mâts là-bas, il me semble qu'il y a des bateaux, si tu veux bien, on est en voiture, je dis, je vais marcher un petit peu, et puis tu me retrouves un peu plus loin. Et on s'est retrouvé un petit peu plus loin. On s'est retrouvé à Saint-Pierre, bien sûr, mais il y a dans Saint-Pierre des lieux, des quartiers qui ne sont pas exactement les mêmes. Je pense que quand on est en flanc de montagne, en hauteur, j'ai eu la chance d'aller chez Monsieur le maire, l'ancien Monsieur le maire, qui a une magnifique maison avec une vue sublime sur la baie. Mais quand on est au ras du sol, c'est pas exactement la même chose. Et puis il y a l'Anse du Mouillage, qui pour moi, qui était pour Dorothée et moi le plus bel endroit du monde. Se retrouver sur un lieu dont on s'est dit mais c'est le paradis. Donc on a marché sur cette plage. J'ai écrit un livre sur un peintre qu'on a beaucoup oublié, qui s'appelle Bonzu Desiderio, qui est un peintre de la contre-réforme, enfin c'était 2 peintres, Didier Nomé et Barra, et ils étaient spécialisés en peinture de ruines. Et donc André Breton, qui est venu ici, avait écrit sur cette peinture-là en disant que c'était une peinture magique, etc. En fait, pas du tout, c'est un peintre de la contre-réforme, mais qui peignait les ruines, comme il y aura des ruinistes par la suite, avec Hubert Robert ou des gens comme ça au XVIIIe siècle. Et j'avais l'impression d'être, avec Dorothée, dans un paysage de Bonzu Desiderio. Et on ne savait pas si c'était en déshérence, si c'était habité, si c'était squatté, et puis il y avait un couple sur la plage, une dame, il y avait un chien, un monsieur avec son petit garçon dans l'eau. On s'est dit, mais c'est le paradis. Et on a cherché, on s'est dit, mais il y a bien une maison à vendre, dans toutes ces maisons dont quelques-unes semblent en déshérence. Et puis après, je vous passe les détails, mais enfin bon, on a fini par en trouver une qu'on a failli acheter, puis qu'on n'a pas acheté. On avait fait Perrette et le Potolet, on avait commencé à se dire, il y aura ceci, il y aura cela, ce sera la maison d'Augustin, ce sera... Et puis finalement, je dis à Dorothée, écoute, on a perdu cette maison, mais je suis sûr qu'on en retrouvera une. J'ai envoyé un courrier à Monsieur le maire qui ne l'a jamais reçu, et en lui disant, j'aimerais bien trouver une maison. Et puis j'ai dit à Dorothée un jour, écoute, regarde un peu sur Internet, si cette maison a bien été vendue, parce que c'est une maison un peu bizarroïde, vendue, pas vendue, revendue, survendue, pas vendue encore, etc. Enfin bon, et Dorothée me dit, bon, première nouvelle, cette maison est vendue. Deuxième nouvelle, il y en a une à vendre à 20 mètres. Et j'ai dit à Dorothée, on l'achète tout de suite à son prix. Et donc on a téléphoné en disant, on ne l'a pas vue, mais on l'achète, on la veut. Et donc on a acheté cette maison, on est revenu, on a découvert qu'elle avait un étage de moins que ce qu'on avait prévu, c'est pas grave. Et puis on a commencé à se dire, eh bien voilà, on va s'installer ici, parce que de fait, cette ville nous a parlé tout de suite, on l'a aimée tout de suite, justement, par sa sincérité, sa vérité, sa simplicité, son authenticité. Enfin, il y a un rapport au temps qui n'est pas du tout le même, et puis parce que aussi cette éruption a fait que ça reste un cimetière. Et quoi qu'on en dise, on ne vit pas pareillement dans le cimetière. Madame, vous parliez tout à l'heure des gens qui parlaient haut, parce qu'il y avait effectivement cette tradition de l'eau qui coulait, et les gens posaient leur voix un petit peu plus haut. Je pense qu'on ne vit pas par hasard dans un endroit où il y a eu tant de morts d'un seul coup, et on a cette espèce de sens du sacré comme dans les cimetières, dans cet endroit où, à part quelques voitures, quelques camions, quelques scooters, quelques motos, on a un rapport au temps, un rapport au silence. Et dès qu'on monte un petit peu, on a ça se manifeste immédiatement. Je pense que si nous avons eu ce coup de foudre, c'est parce que Saint-Pierre entretient un rapport au temps et à l'espace, qui sont des rapports spécifiques avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure d'hypothèses pour des entrepreneurs. C'est une entreprise de penser qu'on peut faire des cigares, qu'on peut faire du vin, qu'on peut faire du thé ou d'autres cultures. Mais je pense aussi, parce que la Normandie est une terre un peu oubliée, qui a aussi connu des catastrophes, le débarquement, le 6 juin, les bombardements, il y a pas mal de ruines en Normandie. Et j'ai toujours dit de la Normandie qu'elle ne pouvait pas forcément intéresser tout de suite des industriels, des gens qui pourraient investir, parce que c'est pas forcément sexy d'investir en Normandie, quand il n'y a pas de TGV, pas d'autoroute, je ne sais quoi.
Et je me suis dit, je l'avais dit à monsieur le maire, je lui ai dit, mais ce que je peux faire. Je n'ai pas d'amis industriels ou banquiers, autrement je leur demanderai d'aider, mais c'est de dire, allez voir du côté du tourisme, allez voir du côté de la culture, allez voir du côté de la gastronomie, et là je veux bien vous aider. Enfin, faire venir des amis, faire des choses, il faut lire cette littérature, je dis, confiant, glissant, chamoiseau, cette littérature est faite pour être dite, faite pour être parlée, portée par la voix, il faut que la musique soit là, et on avait le projet, je sais pas si monsieur le maire... En parlant de musique, justement, on peut en parler, oui, voilà, donc vous avez, il y a un projet en fait qui va naître à un moment ou à un autre, peut-être, on peut en parler. De festival de musique classique. Voilà, j'ai fait dans les livres que j'ai fait, il y a un livre qui est consacré à la musique que j'ai écrit avec mon ami Jean-Yves Clément, et Jean-Yves a écrit beaucoup de livres sur la musique, il a écrit sur Chopin, il a écrit sur Liszt, il a écrit sur Glenn Gould, il est musicien lui-même et surtout organisateur de festivals, c'est lui qui s'occupe des Listomania, c'est lui qui s'occupe du festival de Georges Sand à Nohant, et je lui ai dit, écoute, on n'a pas de sous, moi je fais des choses bénévolement, je ne veux pas être payé, et je lui dis, on n'a pas de sous, la ville n'a pas d'argent, il faut que tu m'aides, viens avec tes amis, et ça va être à la bonne franquette, il faut juste qu'on les loge, il faut juste qu'on les déplace, il y a des billets d'avion, des choses comme ça, de l'hôtellerie, mais pour le reste, ils sont d'accord pour venir jouer gratuitement, et on voudrait mélanger, c'est-à-dire lire ces auteurs martiniquais dont je pense qu'il faut porter leur texte, il faut de la musique, et puis je disais qu'il faudrait que ce soit une fête du feu aussi, et on a eu l'occasion d'en parler dans votre bureau il y a quelques jours, hier, et effectivement on s'était dit peut-être une saison au solstice d'été, peut-être une saison au solstice d'hiver, puis c'est vrai qu'on m'a dit que le solstice d'hiver c'était compliqué parce qu'il pleuvait, il faudra qu'on en parle, mais il faudrait mélanger les 5 sens, vous parliez d'hédonisme tout à l'heure, je disais lire ces textes, écouter de la musique, mais aussi manger. Je crois que la fête du feu, je pense qu'il faudrait faire quelque chose qui serait comme une fête du feu, que la fête du feu, c'est aussi la grillade sur les plages, qu'il faut descendre sur les plages, qu'il faut aller manger sur la plage, faire griller des viandes, des poissons avec les gens, en disant que ce n'est pas un festival dans lequel certains se retrouveraient, sur le principe que Bourdieu appelait la distinction, on se retrouve entre nous, c'est pas l'intérêt. Oui, l'entre-soi, je sais que c'est pas le... L'intérêt de l'université populaire, c'était ça, justement, c'était de dire, mais on va au contact des gens et de se dire, eh bien, le feu, c'est aussi le feu qui permet de griller des viandes, de griller des poissons, c'est le feu du rhum. Je pense effectivement que vous avez des rhums sublimes, moi je les ai découverts, hein. Je viens d'un pays de Calvados, et le Calvados ne tient pas la route à côté de vos rhums, vos grands rhums, et qu'il y a effectivement quelque chose à faire sur le fait que la Martinique pourrait être la capitale du rhum. Il y a une cité du vin à Bordeaux, et de fait, vous aviez parlé tout à l'heure d'une cité du rhum qui pourrait être effectivement un lieu majeur, pas seulement en Martinique, mais aussi dans les Antilles. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à quoi il faut songer, parce que c'est une bonne piste. On reparlera du vin. Et puis également tout ce qui est pyrotechnique. Ce fait que Jean-Yves, mon ami Jean-Yves Clément, connaît très bien les gens que vous connaissez sans savoir que vous les connaissez, puisque vous avez tous vu les animations sur l'Arc de Triomphe au moment de la Coupe du Monde, quand les Français sont devenus champions du monde de football, ou alors quand il y a des événements, on voit bien il y a des animations qui sont faites sur l'Arc de Triomphe, et bien la personne qui s'occupe de ces illuminations est l'ami de Jean-Yves Clément et pourrait partir pour faire un certain nombre d'illuminations. Et je pense que Madame nous a dit des très belles choses sur le passé de Saint-Pierre, et que la virtualité rend possible aujourd'hui, avec vos dessins, avec les cartes postales, avec des photos, de présentifier, je dirais, ce passé-là, avec des gens qui sont capables de projeter sur des façades. Enfin bon, après ça, il faut... Oui, ça se fait, enfin, y compris en harmonie avec la musique, des concerts. Absolument. Où il y a effectivement des projections, des animations. J'en ai vu sur des façades de châteaux grandioses. Absolument. Et en même temps, voilà. Il y a la musique qui accompagne... Tout à fait. Et on peut travailler la virtualité aujourd'hui, et on sait très bien que on peut reconstituer des paysages virtuels. Des atmosphères. Et puis le feu, c'est aussi la pyrotechnie, et on se disait, mais pourquoi pas des feux d'artifice ou des feux grégeois, enfin travailler aussi avec la question du feu, et c'était les pistes que j'avais proposées à monsieur le maire et que je vous propose. Très bien. Alors, vous voulez qu'on passe aux questions-réponses, que je pense qu'il y a peut-être une soif dans la salle de poser des questions à nos deux intervenants. Donc avec vous, on a embarqué dans une machine à remonter le temps, véritablement. C'était extraordinaire. Et avec vous, on a presque l'impression qu'on peut amener tout ça aujourd'hui.
Voilà, donc vous allez parfaitement bien ensemble sur ces questions. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont des questions à poser à nos deux conférenciers ou une intervention à faire pour compléter en fait ce qui a été dit? Je vais être très très brève. C'est juste pour dire que dorénavant, les Outre-mer français sont un héritage des personnes qui vivent ici. Voilà. Donc les personnes qui ont traversé tous les problèmes qu'on peut imaginer, que ce soit 1902, que ce soit aussi tous les cyclones, les problèmes de chlordécone, de sargasses, etc., etc. Maintenant, il faut qu'on nous accorde ça, qu'on puisse choisir maintenant quel type de tourisme. Je pense qu'on est assez mûr pour inventer des dispositifs et puis s'appuyer aussi sur notre histoire. J'ai beaucoup aimé l'intervention de madame. Seulement, j'ai remarqué qu'une fois de plus, on a vraiment occulté l'histoire des Indiens. Parce qu'il y a des Indiens qui sont venus ici, justement à la période où Saint-Pierre était très florissant et où Saint-Pierre se développait et devenait la capitale économique de la Caraïbe. Et c'est grâce aux Indiens, parce qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de fruits, de légumes, d'animaux, enfin, etc., etc. Et les usines fonctionnaient aussi avec les Indiens. Et dans l'éruption de la montagne Pelée, parmi les 30 000, on a dit 30 000, mais il y en avait plus, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup d'Indiens aussi, parce qu'ils habitaient à Saint-Pierre. Et donc, je voudrais juste que, de temps en temps, quand on parle de l'histoire de la Martinique, qu'on n'oublie pas cette population. Et puis, juste ce que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez Saint-Pierre, l'architecture, la vie de Saint-Pierre, eh bien, vous avez exactement la même chose qui s'est passée dans les comptoirs français de l'Inde, et notamment à Pondichéry. Vous avez exactement les mêmes maisons, vous aviez exactement le même art de vivre, les meubles, enfin tout, les textiles. Quand on parle d'une madras en Martinique, et puis le madras venait aussi de l'Inde. Donc je voudrais juste dire ça. Et puis surtout qu'on nous laisse maintenant, nous les personnes qui vivons dans les Outre-mer français, qu'on nous laisse aussi trouver quel est le mode de transmission de notre tourisme. C'est par l'authenticité justement des lieux, du territoire, des personnes aussi. Voilà. Qu'on le fasse nous aussi. Voilà. Monsieur Onfray, j'ai une question à vous poser tout simplement. C'est de savoir justement, c'est très intéressant votre regard extérieur. Je crois qu'on est aussi venu vous écouter pour cela. L'histoire de Saint-Pierre, je remercie infiniment Madame Chaumont-Lamotte, mais certains d'entre nous la connaissent un petit peu, heureusement. Il y a les États généraux d'outre-mer, enfin nos placards regorgent de diagnostics sur Saint-Pierre. Par contre, en tout cas, ma question est la suivante. Justement, si vos amis, quand vous retournez chez vous, en Normandie, si vous deviez décrire Saint-Pierre en quelques mots, leur dire que diriez-vous de Saint-Pierre aujourd'hui et comment la projetez-vous? Merci. Mais je vous dis, quand on s'est marié le 31 décembre, on a fait ça vraiment entre nous, avec la famille et quelques amis seulement, et tous ont été conquis par Saint-Pierre sans que j'ai forcément besoin de donner des explications, simplement parce que ce que j'ai raconté tout à l'heure, on le ressent quand on arrive. Alors, je veux bien qu'on puisse être là depuis 10 siècles et que ça puisse créer Non, mais je le dis, non, vraiment, sans esprit polémique. Mais il y a aussi des regards extérieurs qui peuvent s'ajouter, ça ne se retranche pas, ça n'interdit pas. Je veux dire, on peut être là depuis 10 siècles et avoir des choses à dire, et puis parfois, on n'a pas vu pendant 10 siècles ce que quelqu'un voit quand il arrive, parce que justement, il a un regard neuf. Moi, j'étais enfant dans un village où il y avait un château fort, et plus personne dans le village ne regardait le château fort, mais les gens venaient voir ce château fort. Donc il y a un moment donné où c'est pas parce qu'on est dans une histoire depuis longtemps que forcément on voit bien. Parfois c'est le regard extérieur de quelqu'un qui arrive qui fait que dans un plat goûté, dans une saveur particulière, juste dans la bouchée d'un plat en particulier, vous pouvez comprendre l'esprit d'un peuple. Quand Roland Barthes écrit L'Empire des Signes sur le Japon, il n'a pas passé 10 ans au Japon. Et Paul Claudel est resté très longtemps au Japon, il n'a jamais rien fait au Japon, il n'a pas appris le japonais non plus. Je ne dis pas qu'il a forcément mieux vu, mais je dis simplement qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, je ne veux pas dire qu'ils disent mieux la vérité, mais quand Lafcadio Hearn raconte ce qu'il raconte, il y a un regard d'empathie.
Le sol, le sang, la race, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'empathie. Il faut le désir de sympathie, d'empathie et une espèce de présence au monde qui fait qu'on va voir ce que peut-être on ne verra pas si on n'a pas cette présence au monde. Donc ce que je dis aux amis à qui on fait savoir, Dorothée et moi, qu'on a eu ce coup de foudre et la Martinique et plus précisément Saint-Pierre, c'est qu'il y a ici quelque chose qui ne se compare pas. Quelque chose d'incomparable. On va pas dire que c'est par rapport à la France, par rapport à la métropole. Ça n'a rien à voir, c'est pas intéressant du tout. Il y a ici quelque chose que Nietzsche aurait appelé de dionysiaque. Ça a à voir avec Dionysos, avec la nature, avec la profusion, avec l'énergie, quelque chose de solaire, quelque chose d'éminemment vivant. Quelque chose qui fait que, effectivement, c'est pas comparable à ce qu'on peut trouver en métropole. Et moi, j'ai pas du tout envie d'apporter des choses qui seraient gênantes. J'ai plutôt envie d'apprendre d'ici ce que nous avons oublié de ce côté-là de l'Occident, je dirais du côté européen de l'Occident, enfin européen, du côté métropolitain. Nous sommes restés, pour reprendre une catégorie Nietzsche, apolliniens, c'est-à-dire c'est très dans l'esprit mathématique, de l'ordre, etc. Et là, on a quelque chose qui renvoie à Dionysos, ou à Bacchus, ou à l'énergie, ou au pampre, ou à la vitalité. Et on le voit bien, la vitesse de grandeur, de croissance des plantes, du bambou, c'est quelque chose qui impose sa loi. Je n'ai pas écrit Cosmos par hasard, je ne suis pas un philosophe emblématique de Paris. Je veux bien être le Jacques Attali de qui vous voudrez, mais je veux dire que ça me fait plutôt sourire qu'autre chose. Je ne suis pas bien sûr que Jacques Attali soit capable d'écrire une seule page de Cosmos, parce que c'est pas du tout... Non, mais parce que c'est... Comment ? Oui, alors... Oui, non, enfin, je dis simplement que Cosmos est l'éloge du rapport direct à la nature. La nature, Attali ne sait pas ce que c'est. Je dis simplement que j'ai trouvé ici des gens qui n'avaient pas à penser la nature puisqu'ils avaient un rapport direct à la nature. Donc je dis que nous avons interposé les bibliothèques entre la nature et nous-mêmes en métropole et qu'ici, il n'y a pas de bibliothèque interposée, il y a simplement une présence directe au monde. C'est ce qui fait le génie de votre littérature. Et j'y peux rien. S'il y a une grande littérature française, elle est martiniquaise, elle n'est pas parisienne. Je ne donnerai pas de nom, je n'ai pas envie d'être polémique, mais je crois que vous avez un génie propre et que je ne suis pas là pour l'empêcher, pour l'interdire. Et si je gêne... Pardon, madame, je crois que ma présence est déjà gênante, du simple fait qu'elle soit. Non, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas s'attarder sur ce... Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont envie de vous poser des questions. Alors, juste avant que je vous donne la parole tout de suite, monsieur, ensuite monsieur Laouché, pour rappeler quand même que, et en reprenant ce que madame disait, ce que vous disiez, le fondement même de notre société, c'est une société composite. C'est une société où de nombreuses cultures, les unes après les autres, parfois en même temps, ont amené des choses dans un pot commun. C'est vraiment, s'il y a une seule spécificité ici, c'est qu'il n'y a pas de droit du sol, justement, ni de droit du sang. C'est exactement le contraire. Je le dis parce que ce que je dis là, ce n'est pas un parti pris, ce n'est pas une opinion, c'est un fait historique. C'est pour ça que je me permets de le dire. Dans ma posture d'animatrice, je ne sors pas de cette posture, c'est un fait historique. Et vous le disiez vous-même, quand les Indiens sont venus, ils ont ramené le madras. Vous venez, si vous nous amenez un beau festival de musique classique avec une projection sur The Wind, ce sera fantastique. Je vous rappelle quand même à ne pas oublier. Et avec plaisir. Non, voilà. À ne pas oublier, dans le propos que j'ai tenu, chacun pourra s'en souvenir, il suffit juste d'avoir un quart d'heure de mémoire, j'ai parlé des Caraïbes, des Taïnos et des Arawaks. Oui, mais je répondais plus à madame qu'à vous. Monsieur Onfray, je répondais plus... bien, mais... que les nations se soient constituées avec des communautés... Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, pardon. Mais bien sûr que si. J'y réponds simplement en vous disant que... Mais je vous défendais, monsieur. Je ne dis pas que vous ne me défendez pas. Je dis que le républicain que je suis vous dit que les nations se constituent de communautés. Oui, voilà, exactement. Bon, alors, simplement, je ne crois pas que ce soit... qu'on ait la possibilité pour une communauté de dire qu'on est la totalité de la nation. C'est pas ça, une nation. Si on veut faire nation, on ne va pas commencer par se dire « oui, mais moi, en tant que… » Moi, je ne pense pas que ce soit une façon de construire, c'est même une façon de détruire. On est d'accord, c'est exactement ce que je voulais souligner. En fait, je tenais à souligner dans votre discours ça, et souligner la contradiction en disant que finalement, parce que madame, quelque part, vous dites quelque chose et un peu le contraire, parce que les apports sont importants. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, on va poursuivre. Monsieur. Oui, Richard Roselin.
pour, comment dire, Martinique, Tchécoséa. Voilà, je suis très content de la présentation qui a été faite. D'abord, Madame Chombo-Lamotte, vous avez montré que 1780, on est passé du fouillis à quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'en Martinique, on peut passer du fouillis à quelque chose d'extraordinaire si on veut bien, comme disait tout à l'heure un certain nombre de conférenciers, se mettre ensemble pour faire la même chose. Ensuite, monsieur Onfray, je ne sais pas si vous avez parlé du vin, vous avez parlé du tabac. Eh bien, vous saviez qu'à l'époque coloniale, aux environs de 1780-1790, la monnaie d'échange dans les Antilles, c'était le pétain. Et le tabac, l'un des tabacs les meilleurs des Antilles, était le tabac de Martinique, comme le café, comme le cacao. Voilà. Et donc, ensuite, à l'époque, on a parlé de la Cité du vin de Bordeaux. Nous avons fait du très bon vin en Martinique, mais les Bordelais ont demandé au roi de faire un édit pour interdire. Et nous avons eu exactement la même chose quand on est devenu département. On nous a, à l'époque, nous commercions, nous exportions notre rhum et notre sucre en Amérique et nous importions le carburant et les voitures d'Amérique. Et la farine était 2 fois moins chère d'Amérique. En 1945, quand ils ont eu le département, on nous a obligés à importer la farine de France, qui venait d'ailleurs d'Amérique dans le cadre du plan Marshall. Le prix du pain a doublé. Ensuite, dans les années 50, on nous a contingenté le rhum et le sucre à cause des betteraviers et à cause des gens qui faisaient du calva, de l'Armagnac, parce que c'était la 4e République et les politiques étaient financées par les bouilleurs de cru et les betteraviers. Et donc, on nous a dépeuplé. Toutes nos communes avaient des usines, c'est-à-dire qu'on avait une production décentralisée. Eh bien, en ayant supprimé la capacité d'exporter, on nous a donné l'autorisation de revenir des primates en nous disant vous avez le droit de faire de la banane quand vous allez cueillir, laver et exporter sur l'Hexagone. Alors monsieur, je n'ignore pas ça, tout comme vous n'ignorez pas que la Révolution française a eu lieu et que la Troisième République s'est finie aussi depuis un petit moment. Donc je pense qu'il semblerait même que notre nouveau président de la République est partant pour ce genre d'initiative, serait partant, je crois, pour ce genre d'initiative. Elle serait probablement très à l'écoute de ce genre de propositions, en expliquant effectivement que c'est une terre possible pour du tabac, des cigares. J'allais y arriver, monsieur. Et du vin. J'ai goûté le café. Je ne suis pas très emballé. Je pense qu'il pourrait être meilleur, le café d'ici. Et qu'on ne peut plus, même si vous avez raison historiquement, se réclamer de ça. Et je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas forcément au courant du détail de ces choses-là. Et qu'assez probablement, s'il était informé du désir que vous auriez d'aller au-delà de ces édits royaux, il vous donnerait son accord républicain pour que vous puissiez faire tout de même. Monsieur Laouché. Oui. Demandez à monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous allez pouvoir transmettre l'information, puis faire des prochaines récoltes l'an prochain. Je pense que... Enfin, bonsoir à tous et merci beaucoup de vos interventions, à tous les deux, Madame Chombo-Lamotte et Monsieur Onfray. Je crois que celui qui n'a pas compris qu'à Saint-Pierre, comme à la Martinique, comme ailleurs, on est entré à l'époque du co-développement, n'a pas compris le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes vraiment obligés de tout faire ensemble. Je prends un exemple concret. Dans une vie antérieure, j'ai financé la construction du sous-marin de la baie de Saint-Pierre, qui était la seule innovation touristique qui ait vu le jour à la Martinique depuis 75 ans, quoi. Eh bien, je l'ai financé parce qu'un Européen m'a téléphoné d'Indonésie. C'était un spécialiste des plongées en eau profonde. Il m'a dit il faut qu'on finance un sous-marin pour la baie de Saint-Pierre parce que c'est le site sous-marin, l'un des sites sous-marins les plus importants de la planète. Il est venu quelques mois après, et puis 2 ans plus tard, il y avait le sous-marin le plus puissant du monde, le sous-marin civil le plus puissant du monde, qui emmenait les touristes et les Martiniquais visiter à 82 mètres de profondeur l'épave du Tamaya. C'était un sous-marin qui pouvait emporter 50 personnes, homologué
pour aller à 150 mètres de profondeur. Il était testé ici à 198 mètres de profondeur, fabriqué à Karlsruhe en Allemagne. Et puis bon, il a dû arrêter ses activités après 1600 plongées tout de même. J'en parlerai demain, 1600 plongées, uniquement parce qu'il y a eu un désaccord entre les décideurs martiniquais et les décideurs européens. Nous avons eu le tort de ne pas avoir été capables de persuader nos responsables nationaux de l'intérêt du co-développement. C'est notre erreur. Donc je tiens à vous dire, Monsieur Onfray, je tiens à vous dire que si nous voulons développer la Martinique, nous n'allons pas le faire seuls. Nous n'attendons pas de vous que vous soyez les leaders. Vous l'avez très bien compris. Nous devons être les leaders de notre propre développement et du co-développement que nous allons faire avec vous. Mais nous voulons que vous nous aidiez et que vous nous apportiez tout ce que vous pouvez nous apporter dans votre carnet d'adresses, comme le disait le maire de Saint-Pierre. Dans un petit groupe que j'anime, nous avons constaté il y a déjà 3 ou 4 ans que l'avenir de la Martinique, c'était de développer au maximum les activités de loisirs, c'est-à-dire la culture en premier, la culture, le sport, la musique, tout ce qui peut apporter ce surcroît d'être auquel chacun d'entre nous peut prétendre ici comme ailleurs. Donc, la venue d'hommes de culture comme vous, la présence militante de femmes de culture comme Madame Chomro-Lamotte, ce sont des atouts fondamentaux. Merci et main dans la main, construisons, co-développons la Martinique et Saint-Pierre en particulier. Moi, je voulais tout simplement saluer en fait cette initiative de Contact Entreprise. Vous dire que j'ai 47 ans et c'est la première fois que je viens de ce côté-là à cette heure-là. Et que d'habitude, j'y viens pendant la journée, à la plage. J'ai eu même l'occasion, quelques temps après l'inauguration de ce lieu, de venir pour y emmener mon fils, mais j'y étais jamais venue. Et pourquoi ? Et pourquoi suis-je venue ce soir ? Je suis venue parce qu'en fait, il y avait la présence de Michel Onfray, parce que vous avez vu son ton et que habituellement, c'est un ton qui me plaît bien. Et donc, en fait, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, c'est intéressant qu'il y ait des personnes avec une certaine aura, une certaine renommée, qui s'intéressent à notre petit caillou. Et moi, je trouve ça très intéressant que Madame Chomro-Lamotte ait fait cette présentation qui était vraiment passionnante. Et en fait, il y a quelqu'un qui a été payé pendant 5 ans, je le rappelle, à 5 000 € par mois pour penser Saint-Pierre, pour penser Saint-Pierre. Et aujourd'hui, ce soir, Monsieur Onfray, pour 0 € vient de nous faire une proposition. Et moi, c'est tout ce que j'ai envie de retenir. Et je pense que les ateliers de Contact Entreprise, c'est une belle initiative. Et je pense que sur ces 2 jours, peut-être qu'en ressortiront des idées beaucoup plus... en tout cas, des choses qu'on n'a pas vues au bout des 5 ans de cette personne. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens, c'est tout cela. J'entends qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes que j'évoque ce qui s'est passé il y a quelques années, mais ce n'est pas très important. Je retiens ça, je retiens que je suis venue et que je suis retombée amoureuse de ce côté de l'île. Comme vous disiez tout à l'heure, cette énergie de la nature. Quand j'ai revu la rade, je me suis arrêtée plusieurs fois pour prendre des photos de la montagne Pelée qui était majestueuse, découverte. Voilà. Et donc, merci pour ça. Merci à Contact Entreprise. Merci à vous. Bonsoir, je m'appelle Juliette Nelcha, je suis née au Venezuela. Mon père et mes grands-parents étaient pierrotins. Et il y a 20 ans, plus de 20 ans, j'étais guide conférencière stagiaire de Saint-Pierre. Et je travaillais avec Madame Paul Delaunay-Belleville. Et c'était vraiment, j'adore Saint-Pierre, j'adore tout ce qui puisse venir pour ajouter
à la ville et à la Martinique. Et j'aimerais bien participer dans tout ce qui se fasse pour continuer à améliorer Saint-Pierre. Ça fait 1 an déjà que je suis obligée à retourner à la Martinique vu les problèmes politiques qu'il y a chez moi au Venezuela. Et j'habite à Saint-Pierre et vraiment j'habite à la rue Bouillet, qui est la rue où il y a les camions, les motos, tout ça. C'est difficile à vivre, mais bon, je suis à Saint-Pierre, je suis contente. Et je sais qu'il y a des choses à faire et avec l'aide de tout le monde, on peut faire des choses majestueuses, des choses merveilleuses. Et avec Madame Delaunay-Belleville, et on parlait aussi d'intervenir dans les écoles, justement pour donner aux enfants cette envie d'aimer Saint-Pierre, au moins dans les écoles d'ici de Saint-Pierre, et de leur faire connaître l'histoire de Saint-Pierre. Et justement, on avait commencé à faire des visites avec des enfants et vraiment, on a vu que ça leur plaisait, quoi. C'était vraiment super. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place. Et je voulais aussi poser une question, mais je ne sais pas, je pense que c'est monsieur le maire, parce que je vois pas, je ne me suis pas approchée à la mairie, parce que bon, avec tous les problèmes que j'ai eu, vraiment, il fallait que ma tête se mette en place pour d'autres choses. Mais je voulais savoir pourquoi la maison de la Bourse, quand je suis partie, et c'était le bureau du patrimoine qui fonctionnait là. Et maintenant, ça me fait vraiment de la peine de voir la maison de la Bourse fermée, avec un tas de choses qui sont là. Je n'ai pas compris. Je voudrais savoir si on va remettre en place le bureau du patrimoine de Saint-Pierre et si la maison de la Bourse pourrait être encore son siège. Merci. Je ne sais plus où elle est. Merci madame pour votre question. Donc oui, vous avez raison de vous en inquiéter, de vous en préoccuper. En fait, ça n'est que transitoire parce que justement nous préparons une opération de rénovation de la maison de la Bourse. Donc transitoirement, le service patrimoine, dont la représentante n'est pas très loin, madame Clarisse Corridin, a été obligée de déménager pour permettre que ces travaux se fassent. Ça va débuter dans quelques jours. Mais aussi, nous avons ce que vient d'annoncer monsieur le préfet, qui est une très très bonne nouvelle, la prochaine mise en chantier du SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui va être aussi un lieu qui va nous permettre de découvrir Saint-Pierre sur d'autres aspects. Donc le service patrimoine devrait retourner à la Maison de la Bourse une fois qu'elle aura été un peu restaurée, parce que ça fait 20 ans qu'elle est dans... On n'a jamais retouché à... Et vous voyez qu'elle est quand même dans un état qui n'est pas vraiment très honorable pour la ville. C'est quelque chose qui est bien chargé d'histoire, mais on s'en occupe, pas d'inquiétude. Encore une intervention, je ne pense pas qu'on pourra, parce qu'on devra remettre la salle quand même. On a... Qui c'est qui? C'est vous? Oui, madame. Bonsoir à tous. Je suis Pierrotine. C'est avec un grand plaisir que, au nom des Pierrotins, qu'on puisse dire merci à M. Offray d'avoir choisi notre ville. Et je remercie également Mme Chomo-Lamotte qui m'a bercée dans ses propos. Saint-Pierre, je suis née à Saint-Pierre, de mère lorinoise et de père samaritain. J'ai été scolarisée à Saint-Pierre et l'amour de ma ville s'est dévoilé au collège où nous devions
recevoir d'autres Martiniquais des autres communes et on nous avait répartis en ateliers. Et moi, j'avais choisi d'être une guide dans ma ville et j'avais choisi l'asile Bethléem où je m'étais documentée. Et depuis, je suis très, très, très amoureuse de ma ville et ça me fait plaisir de voir que cette ville attire d'autres personnes. Mais avec un grand regret, avec tous les projets qui s'annoncent, il serait peut-être temps que le Pierrotin, si encore il existe, puisse s'impliquer davantage pour activer sa ville. Parce que Mme Chomo-Lamotte l'a répété, Saint-Pierre, ville active, ville travailleuse, ville attrayante. Quand on y vient, on a toujours envie d'y revenir. Et je trouve vraiment dommage que le Pierrotin laisse ce patrimoine, laisse cette richesse à d'autres et après viennent se plaindre. C'est vraiment dommage. Il est très temps. Il serait temps. Oui, je suis très, très chauvine. Madame Chomo-Lamotte l'a dit que Saint-Pierre, dans le temps, du moins le Pierrotin dans le temps, savait se faire remarquer. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, dans une émission radiophonique, que si certaines personnes ont peur de l'eau, c'est-à-dire de la mer, si certaines personnes ont peur des chiens, c'est dû à l'histoire de l'esclavage. Eh bien, moi, je suis chauvine, eh bien, c'est parce que c'est par l'amour de ma vie, de ma ville, et j'ai hérité de mes ancêtres pierrotins. Et il serait temps que le Pierrotin se réveille, parce que nous ne sommes pas nombreux ce soir. Alors que demain, que ceux qui veulent investir dans Saint-Pierre, qu'ils soient les bienvenus, et il va toujours avoir des Pierrotins, des Pierrotines qui seront là pour pouvoir essayer de mener le combat à leur côté. Merci, Monsieur Offray. Merci, Madame Chomo-Lamotte. Alors, justement, et merci à Contact Entreprise. Pour rappel, demain à 16h, il y a l'atelier 4 demain. Le thème de cet atelier est « Si Saint-Pierre renaissait grâce à l'engagement citoyen de tous les Martiniquais ». Donc ce sera un atelier très axé justement sur l'engagement citoyen. Donc j'invite madame à venir et tous les Pierrotins.